On va pouvoir commencer. Donc déjà, au nom du Zooparc de Beauval et de Beauval Nature, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui va vous permettre vraiment de vous immerger au cœur de la forêt équatoriale africaine, donc au Congo, aux côtés justement de l'association El Congo. Et on a la chance ce soir d'accueillir Madame Nina Giotto, donc biologiste et directrice de l'association El Congo. Et avant que Nina nous entraîne un petit peu plus au cœur de la forêt du parc national de Konkwati-Douli, eh bien, Rodolphe Delors va nous dire quelques mots. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle soirée Beauval Nature, dédiée à la conservation bien évidemment, vu que c'est Beauval Nature. Nous sommes un peu dans la forêt de congolaise, on voit un hippopotame qui sort, un éléphant bientôt, et Nina qui nous fait honneur de venir de Konkwati au Congo, enfin de France, tu viens de Toulouse, hein, où tu es en vacances quelques jours. Donc Ape Congo, c'est une histoire, une très belle histoire, d'une dame qui s'appelle Ayed Jamar. T'inquiète pas, je ne vais pas te dire, Nina. Ayed Jamar qui a créé cette association en 1989. L'idée au départ, c'était de réintroduire des chimpanzés victimes de trafic, des chimpanzés orphelins. Ayed a monté d'une main de femme ce programme dans un pays compliqué, surtout en 1989. C'est à 5 heures de Pointe-Noire. Le Congo est séparé en deux, partie Kinshasa, RDC, partie Brazzaville, Pointe-Noire. Mais Nina vous l'expliquera bien mieux que moi tout à l'heure. Et donc, elle a créé ce programme à peu près à 5 heures de Pointe-Noire. Et il y a 7 ou 8 ans, je connaissais très bien Ayed Jamar depuis très très longtemps. Elle a fait un travail vraiment exceptionnel dans ce pays difficile pour les chimpanzés. Je crois que c'est la première à avoir réintroduit des chimpanzés orphelins en totale liberté dans cette forêt, dans les forêts d'Afrique. Et il y a quelques années, j'ai croisé Ayed, j'ai croisé régulièrement en France à des meetings, elle venait me voir régulièrement à Beauval, et j'ai croisé un jour au Sénat un congrès sur les grands singes. Et elle est venue me voir et elle m'a dit Rodolphe, il faudrait que tu reprennes, il faudrait que Beauval Nature reprenne mon programme, je vieillis, que va devenir mon programme, que vont devenir mes chimpanzés qui sont encore dans le sanctuaire, faut que Beauval Nature reprenne le programme. Puis le temps est passé. Un jour, nous réintroduisions 2 femelles gorilles au Gabon. Et là, elle m'a retéléphoné, elle m'a redemandé de venir. Elle a téléphoné aussi à Delphine Leroux. Delphine est très proche d'Ayed Jamar depuis très longtemps, ainsi que Nicolas. Delphine, ça fait je crois que 20 ans que tu vas à Ape Congo, que tu connais Ape Congo. Elle avait téléphoné à Delphine, elle m'avait dit vraiment que tu viennes. Bon. Et je suis allé avec Eric à Pointe-Noire voir Ayed Jamar. Alors c'est une dame qui a un fort caractère, qui n'est pas toujours très facile à gérer, n'est-ce pas Nina? Mais bien évidemment, elle se retrouvait un peu dans une impasse avec ce programme qui est un programme exceptionnel et qui doit perdurer. Et donc, après, il y a eu la période du Covid qui a été un petit peu compliquée. Et tout ça pour dire qu'il y a maintenant 3 ans, presque jour pour jour, nous avons repris intégralement, Beauval Nature a repris intégralement la gestion de ce programme, le financement et le personnel qui était déjà sur place. Et on a dû mettre des équipes en place, des équipes de Français notamment. Et c'est là que nous avons fait appel à Nina. Nina qui a postulé. Nina qui donnait des cours à l'époque, je crois, à l'Université de Toulouse, c'est ça? Voilà, à Toulouse, en biologie. Et Nina, on l'avait rencontrée il y a une 15aine d'années, où elle étudiait les gazelles Béra. Parce qu'après une licence de biologie, un master puis un master en biologie, étude des abeilles, organisation sociale des chevaux de Przewalski, les recherches sur les antilopes Béra dès 2004, les études sur la conservation du céréaf et du chevreuil. On a fait la conservation du léopard à Djibouti aussi.
Puis enfin, elle a été chef de projet concernant le programme d'éthologie et de recherche scientifique, de sensibilisation des populations locales à Djibouti, notamment toujours sur les gazelles Béra. Enfin, tu as fait un doctorat sur l'étude et la conservation du Béra, toujours ces fameuses gazelles à Djibouti. Puis une étude sur les ânes sauvages également à Djibouti. En fait, Nina est passionnée de, je crois, Djibouti aussi, passionnée de faune, passionnée de nature. Donc c'est là que je t'ai rencontré et c'est voilà, qu'on avait sympathisé. Et je crois que Nina est la plus grande spécialiste et la seule à avoir étudié aussi longtemps les gazelles Béra. Alors qu'est-ce que la gazelle Béra? C'est une toute petite antilope qui vit sur des crêtes de rocheuses, principalement à Djibouti, une antilope très menacée, très rare, dans un pays un peu hostile où il fait seulement 50 degrés à l'ombre une partie de l'année. Et tu as passé combien de temps? 2 ans sur ce caillou, je crois, à observer. Voilà, 2 ans à l'ombre d'un caillou comme ça. Voilà, et Nina redescendait dormir dans le village chez notre ami Daher, c'est ça. Voilà, donc donc Nina nous a postulé pour ce programme et enfin Nina est maintenant directrice du programme Help Congo depuis maintenant 2 ans. Et qu'elle dirige d'une main de maître de femme et qu'elle a pris donc à la suite d'Ayed Jamar. Et c'est un programme pour nous qui nous tient très à cœur. À Beauval Nature, nous avons, vous le savez, on finance à peu près 50 programmes de conservation, mais nous avons 2 programmes phares, 2 programmes principaux. Le centre de soins faune sauvage que nous avons inauguré l'année dernière, tout près d'ici à 1 kilomètre, et ce programme Help Congo, donc au cœur du Congo, un programme extrêmement large de réintroduction de chimpanzés, de conservation, de recherche, un projet à péage propre qui est exceptionnel aussi, qui me tient vraiment à cœur. Mais je ne vais pas vous en dire plus parce que je pourrais vous parler beaucoup plus longtemps de ce programme. Mais de toute façon, vous pouvez aller sur place. Nous recevons aussi des touristes parce que nous avons créé là-bas, au cœur de cette forêt, des maisons pour recevoir les touristes afin de nous aider à financer ce programme. Mais je vous laisse la parole à Nina Giotto. Merci. Merci Rodolphe. Bonjour à tous. Donc moi effectivement je suis c'est bon, j'ai été largement présentée, la directrice de Help Congo et je vais vous parler donc de ce qu'on fait Ah oui mais c'est moi pardon. Mince. Alors voyons si je m'en sors. J'ai besoin d'aide. Ah voilà, non c'est pas la première. Alors attends, voyons. Voilà. Ouais, on s'adapte. On n'a pas tout ça au fond de la forêt, donc je suis un peu perdue. Non. Donc voilà, Help Congo, c'est une association donc, congolaise dont je vais vous présenter le fonctionnement. Ah oui, non, ça marche. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu qui nous sommes. Je suis désolée, avec les 2 écrans, je suis plutôt de ce côté. Qui nous sommes. Un petit rappel sur l'historique de Help Congo. Donc, Rodolphe, tu as déjà commencé, mais il y a 2-3 petites choses que je pourrais rajouter. Vous présentez le parc national de Konkwati-Douli, puisque nous sommes situés au cœur du parc national de Konkwati-Douli au Congo. Et vous présentez notre équipe, parce que donc, tout ce travail est fait par une équipe de 25 personnes présentes sur le terrain là-bas en permanence. Et ensuite, je vais vous présenter nos actions, donc que ce soit en rapport avec les chimpanzés des îles, qui sont donc les chimpanzés dont Aliette t'avait parlé, Rodolphe, la recherche et la conservation, donc ce qui est le cœur quand même de notre action, l'éducation environnementale et bien sûr donc le développement local. Et enfin je vous parlerai un petit peu d'écotourisme et de justement comment nous aider. Alors, donc tout ça a commencé, comme tu l'as très bien dit, Rodolphe, avec Madame Ayed Jamar, qui s'est donc, je vais faire vite, qui a commencé donc à récupérer des chimpanzés orphelins à Pointe-Noire, puisqu'on pouvait en trouver soit chez les particuliers, soit sur les marchés. Et donc elle s'est, ça l'a touchée, elle a commencé à les prendre chez elle. Et là, comme vous voyez, donc la photo là-haut, donc voilà, vous les voyez, ils sont donc dans son jardin. Donc elle s'est retrouvée avec une vingtaine de jeunes chimpanzés chez elle.
Et c'était bien sûr intenable parce que c'est adorable, mais ça fait beaucoup de bêtises, ça court partout, bon voilà. Donc l'idée a été de trouver un endroit où réintroduire petit à petit ces chimpanzés, donc qui puissent vivre dans un milieu qui leur correspond et à terme qui puissent être réintroduits dans la forêt. Parce que c'est vraiment ça le but d'Aliette Jamar, c'est de redonner la liberté à ces chimpanzés. Et donc en 1991, elle crée l'association Help Congo. Et donc justement, HELP, ça veut dire à l'époque Habitat, Écologie et Liberté des primates. Donc c'est vraiment ça le cœur de la création de cette association. Et donc ils prospectent et ils finissent par trouver un site à Konkwati qui peut leur correspondre. Donc c'est la création du sanctuaire de Konkwati, là comme vous voyez en bas, où vous avez justement Aliette Jamar avec un chimpanzé et les dames qui s'occupaient, puisqu'elle a dû recueillir un certain nombre de chimpanzés, donc il fallait embaucher le personnel pour s'occuper de ces bébés qui doivent être nourris, changés, enfin c'était un sacré boulot. Et donc elle est arrivée à Konkwati donc en 1991. Voilà, donc elle se retrouve, cette association, donc Help Congo, fraîchement créée, est sur 3 sites, à Pointe-Noire, puisqu'on continue à fonctionner sur Pointe-Noire pour tout le côté administratif. Donc Pointe-Noire, c'est la ville au sud du Congo, la plus proche dont on dépend, on va dire c'est la capitale économique du Congo. Et en forêt, on lui octroie donc 2 sites. Un premier site qui est, comme vous pouvez le voir en bas, là, donc les 3 îles et un campement principal. Donc c'est là que va déposer ses valises. Donc Aliette, elle va arriver là. Donc au tout début, ça ressemble, voilà, c'est de la savane. Elle construit 2 bungalows. C'est au bord de la lagune de Konkwati, là, que vous voyez ici. Et donc elle a ces 3 îles en face. Et l'idée est de mettre ces chimpanzés sur les îles parce que les îles vont servir de zone de pré-relâché. C'est-à-dire que les chimpanzés, comme beaucoup de singes, vous avez bien pu le voir ici aussi, ils sont souvent entourés d'eau parce qu'ils ne peuvent pas nager. Donc l'eau fait une barrière naturelle. Et les chimpanzés vont pouvoir se réhabituer petit à petit au milieu naturel sans craindre de sortir donc de cette zone pour à terme pouvoir les réintroduire en forêt. Et donc dans un second temps, on lui octroie le triangle qui est cette zone là en forêt. On l'appelle le triangle parce qu'elle est délimitée par 2 rivières et la lagune en dessous. Donc ça fait un triangle à peu près. Et donc cette zone en forêt va être le lieu de réintroduction donc des chimpanzés. Et pendant 30 ans, le programme va faire plusieurs relâchés de chimpanzés. Donc ici, vous pouvez voir, donc, vue du ciel, c'est le campement. Donc il faut se rendre compte, on est en forêt, donc on est à 1h30 de bateau d'un campement qui est déjà à 5 heures de route de la grande ville, du premier endroit, disons, où il y a les premiers soins et tout ce qu'il faut. Donc on est assez loin de tout, donc perdu au milieu de la forêt équatoriale. Et donc ça, c'est des photos d'époque, justement, d'Aliette en forêt, en train de réapprendre petit à petit la vie sauvage à ces chimpanzés. Donc sur les 30 années durant laquelle Aliette a géré cette association, elle a recueilli plus de 100 chimpanzés. Donc c'est quand même un sacré chiffre. Sur ces 100 chimpanzés, il y en a environ 50 qui ont pu être réintroduits dans la nature. Parce que les 50 autres, soit ils étaient blessés, traumatisés, trop âgés, enfin pour des raisons diverses et variées, ils ne pouvaient plus rejoindre le milieu naturel. Mais il y a 50 chimpanzés environ qui ont pu être réintroduits et dont certains ont même rejoint des groupes de sauvages et se sont reproduits avec des sauvages. Et on suit aujourd'hui encore les descendants de ces chimpanzés réintroduits à l'époque. Donc pour nous, ça c'est la plus grande des victoires parce qu'il y a vraiment eu une intégration totale de ces chimpanzés au sein des groupes de sauvages. Et donc voilà, donc ça c'est l'œuvre d'Aliette Jamar. Et donc comme disait Rodolphe, c'est la première à avoir fait ces relâchés qui ont fonctionné. Parce qu'il y avait déjà eu des tentatives de relâcher, mais les gens arrivaient, pour faire simple, ils ouvraient les cages, ils relâchaient les chimpanzés, et ils devaient se débrouiller dans un milieu qui leur était parfois complètement inconnu, hostile, et donc il y avait très très peu de chimpanzés qui survivaient. Et Aliette Jamar a été la première à accompagner ces chimpanzés, c'est-à-dire qu'elle venait avec eux en forêt, enfin elle et toute son équipe, il y avait 4 personnes par chimpanzé pour être toujours présents et faire les rotations et pouvoir quand même manger, dormir. Et on les accompagnait en forêt donc, et ça permettait 2 choses. D'une part, le plus grand danger, il faut savoir, pour les chimpanzés réintroduits, c'est les chimpanzés sauvages, qui eux sont beaucoup plus agressifs, ils sont sur leur territoire, on leur amène des nouveaux individus, donc il peut y avoir des conflits. Et donc la présence des humains éloignait les chimpanzés sauvages. Donc dans un premier temps, ça les protégeait le temps qu'ils s'acclimatent. Et les humains accompagnaient également les chimpanzés pendant leur première année sur un cycle annuel afin de leur montrer
les endroits où s'alimenter, quels fruits étaient comestibles. Donc ça leur faisait une petite phase d'apprentissage avant d'être réellement relâchés au sein des groupes de chimpanzés sauvages. Voilà, donc ça c'est son œuvre, on va dire. Et elle a également réalisé d'autres choses assez impressionnantes dont on va parler plus tard, c'est-à-dire qu'elle a replanté toute la forêt autour du camp. Donc ça, je vais en reparler. Et elle a vraiment participé dans la zone à une prise de conscience. En tout cas, elle s'est battue pour une prise de conscience collective, on peut appeler ça, aussi bien que ce soit pour les usagers du parc et en ville également à Pointe-Noire. Elle a fait beaucoup de sensibilisation auprès des écoles, mais aussi auprès des politiques. Elle a vraiment eu un rôle très actif pour la conservation de la biodiversité au Congo en général, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui prenaient cette cause-là, qui se battaient pour cette cause. Donc aujourd'hui, depuis 2021, donc comme vous a dit Rodolphe, Madame Aliette Jamar a pris sa retraite officielle et c'est Boval Nature qui maintenant a pris la gestion de l'association. Donc c'est pour nous un grand soulagement, on va dire. Enfin, je dis nous, moi j'y étais pas avant, mais je parle au nom de tous les employés de HELP. Parce que, comme il vous a dit, après le Covid, ça a été compliqué, comme pour beaucoup de structures, puisque HELP Congo vivait à l'époque principalement du bénévolat et du tourisme. Donc les deux se sont écroulés avec le Covid. Donc pour l'association, c'était compliqué même de réussir à nourrir les chimpanzés. Ils ont eu des aides d'organismes internationaux, de Boval aussi. Enfin, voilà. Donc c'était pour HELP Congo, c'est un vrai soulagement d'avoir trouvé quelqu'un qui soutienne le programme et qui le finance, puisque donc Boval Nature est aussi notre principal bailleur. Et ça permet donc de faire fonctionner ce programme, mais également de développer de nombreux nouveaux projets. Donc c'est ça qui est pour moi la nouveauté avec l'arrivée de Boval Nature, c'est que ça nous a permis d'élargir vraiment notre rayon d'action, de développer la recherche, mais pas seulement sur les chimpanzés, sur toutes les espèces présentes, et de faire de nombreux projets aussi de développement local. Voilà. Et c'est également un soutien technique, puisque nous avons tous les membres de Boval Nature, dont certains sont ici présents, qui nous aident, que ce soit sur le terrain, comme Gabriel qui vient nous aider pour poser des caméras trappes, ou alors ici, que ce soit la communication, les infographistes, la pédagogie, qui nous aident à faire les panneaux pédagogiques pour notre site. Voilà, c'est un vrai soutien technique parce que tout est compliqué là-bas et chaque aide est largement bienvenue. Voilà. Donc voilà, maintenant on est, alors dans le mauvais sens, pardon, on est partenaire et je vais vous présenter donc le lieu dans lequel on agit. Donc, comme je vous disais, on est dans le parc national de Konkwati-Douli. Donc, vous avez là le Congo, et donc on est en bordure de l'océan, collé au Gabon. Juste, donc voilà, la frontière, on est avec la frontière gabonaise d'un côté, l'océan et le reste du Congo de l'autre. Donc, ce parc national de Konkwati-Douli, en fait, à la base, c'était une réserve de faune qui a été créée en 1980. Et donc, quand Aliette Jamar est arrivée avec ses chimpanzés, c'était encore ce statut-là. Et elle s'est notamment battue, elle, pour que ça devienne un parc national. Et donc, grâce à la présence aussi de l'UICN, qui était présent pour gérer le parc, ce parc a été classé, donc, parc national en 1999. Il a ensuite été géré jusqu'en 2017 par WCS, je ne sais pas si c'est... Wildlife Conservation Society, c'est un groupe des États-Unis, et qu'il a pris en gestion jusqu'en 2017, donc avant le Covid justement, enfin pas longtemps avant, et donc pendant 4 ans, personne n'a géré ce parc. Donc ça, c'est très compliqué. Un parc qui n'est pas géré, ça veut dire que plus personne surveille ce qui se passe. Bon, donc vous imaginez bien que les règles de gestion ne sont plus du tout appliquées. Et donc en 2021, Noé, qui est aussi une association française, a pris la gestion du parc de Konkwati-Douli. Donc c'était un accord qu'on avait avec eux aussi pour qu'on puisse repartir d'une synergie commune. Si on veut que nos actions soient efficaces, vu qu'on est dans le parc national, il faut que le parc national fonctionne également. Sinon, ça sert à rien, on peut dire. Donc depuis 2021, c'est Noé qui sont nos partenaires. Donc le parc national de Konkwati-Douli, c'est un parc de 500 000 hectares. Donc c'est quand même assez un grand parc. C'est très diversifié au niveau des habitats, ce qui explique une biodiversité incroyable. Parce que vous avez à la fois des savanes, des forêts inondées, des forêts côtières, des forêts primaires, des forêts sèches. On a la mer, les lagunes, les rivières, des lacs.
Donc c'est vraiment des milieux très, très variés, comme vous pouvez voir le petit éventail, non, pas du tout, de photos là en haut. Donc voilà, tout ça c'est sur quelques dizaines de kilomètres carrés, on a tous ces milieux qui cohabitent. Donc, par contre, le parc national, donc, de par son histoire, c'est un parc qui est habité. C'est une zone où les gens ont toujours habité traditionnellement. Donc on a quand même 26 villages et 8000 habitants présents dans la zone. Donc ça crée des complications au niveau de la gestion, puisqu'il ne s'agit pas de mettre dehors tous les habitants, mais de trouver une façon de fonctionner ensemble, c'est-à-dire de pouvoir conserver la biodiversité et faire en sorte que ces populations subviennent à leurs besoins et de façon, on va dire, respectueuse de l'environnement. C'est là tout le challenge de notre position. Donc la population, c'est une population qui à la base est chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'ils allaient en forêt pour récolter tout ce dont ils avaient besoin, chasser, cueillir, ils avaient tout à disposition. Sauf qu'aujourd'hui, les pratiques ont évolué. Il faut se rendre compte qu'un chasseur-cueilleur, aujourd'hui, il a quand même des enfants qui vont à l'école, donc il doit payer sa scolarité. Il a quand même un téléphone portable, parce que partout dans le monde, maintenant, on a un téléphone portable. Et donc, les besoins ont évolué, et ils ont besoin aussi d'argent, concrètement, et pas seulement de nourriture et d'abri. Et donc, ça a vraiment changé la donne. Et on a vraiment eu, pendant ces 4 années, une augmentation de l'impact en fait, de l'homme sur la population. Pour dire clairement, il y a eu énormément de braconnage. Donc là, je vous ai listé un peu... Bon, voilà, il faut bien parler des choses qui fâchent aussi. Toutes les pratiques, entre guillemets, illégales qui sont faites dans le parc. Donc il va y avoir du braconnage. Donc là, vous pouvez voir la panthère, là, typiquement. Ça, c'est... Non, pardon. Ça, c'est assez... Ça nous a fendu le cœur pendant un moment. C'est une panthère qui s'est fait prendre la patte dans un collet, puisque les gens chassent en mettant des collets au sol. Et donc, quand l'animal met la patte dedans, ça se resserre et ça capture l'animal. Donc c'est non sélectif. Donc n'importe quel animal qui passe à proximité va se prendre dans le piège. Et donc ils chassent de cette façon-là. Ils vont chasser aussi, on va dire pêcher plutôt, mais par exemple les petits crocodiles, c'est avec des hameçons et des appâts. Et ils vont aussi chasser, bien sûr, comme partout, au fusil, mais ça c'est des plus gros animaux. Donc il y a beaucoup de chasse, il y a de la coupe de bois, puisque la forêt n'est pas éternelle, malheureusement, contrairement à ce que les Congolais croyaient il y a quelques décennies. Ils se rendent compte eux aussi que l'impact est fort, l'impact de l'activité humaine, parce qu'il y a de nombreux permis d'exploitation forestier qui sont délivrés. Les populations qui doivent elles aussi survivre vont fabriquer par exemple du charbon. Donc ça, c'est terrible parce qu'ils vont raser des parties entières de forêt pour faire du charbon, pour le revendre en ville. Toujours pareil, pour gagner un peu d'argent. Ils vont pratiquer également le brûlis. Donc ça, c'est les cultures traditionnelles. Ils ont toujours fait comme ça. Donc en soi, c'est pas un souci. Sauf que les populations augmentent, les besoins augmentent. Ils vont également vendre en ville leur production. Donc ils utilisent de plus en plus de forêts. Et petit à petit, on voit vraiment l'impact que ça a sur l'environnement. Tout ça, c'est à l'intérieur du parc. D'accord ? Donc, pour que vous vous rendiez compte quand même qu'il y a des endroits où c'est compliqué. Un des autres problèmes énormes, c'est l'orpaillage. Le Congo est très riche en minerais, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Mais par contre, ils délivrent des permis d'exploitation, des fois qui sont même à l'intérieur des parcs nationaux, ou en tout cas, certaines personnes aussi fraudent et exploitent des zones illégalement. Et donc, on a des zones entières en forêt. Là, vous voyez, en haut à droite, ils creusent, ils détournent les rivières. Donc, ça modifie tout l'écosystème. Et ça fait des dizaines de personnes qui habitent au cœur de la forêt, au cœur de la réserve, et qui vont eux-mêmes aller chasser pour se nourrir, couper pour... Donc, voilà, ça fait un vrai impact sur l'environnement. Donc bon, voilà, c'est pas toujours facile. Et même côté marin, puisque donc on a un grand côté marin, il y a également des chalutiers qui sont présents et qui malheureusement ne respectent pas les normes et viennent avec leurs seines racler les fonds à proximité de la côte. Et il y a aussi beaucoup de plateformes pétrolières. Bon, enfin, les complications ne manquent pas, mais il reste encore une incroyable biodiversité. Donc tout ça pour dire que voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a un beau potentiel. Donc voilà, l'équipe. Donc, qui sommes-nous, Help Congo ?
Alors là, bon, forcément, hein, ça, j'ai mis un peu tout le monde. Non, voilà, vous voyez les photos d'équipe. Bon, on est une bonne équipe, hein, moi j'ai envie de dire ça, assez variée en âge, en origine, en compétences. C'est un peu tout le monde sait faire plein de choses. On est obligé puisqu'on n'est que 25 et on fait quand même beaucoup de choses différentes. Donc, mais voilà, là vous avez les photos d'équipe. Ah non, pardon. Vous avez les photos d'équipe, les réunions café le dimanche matin pour tout planifier. Jean-Baptiste qui est notre personne qui s'occupe de la sensibilisation à Pointe-Noire. Bon, je vais pas tous vous les présenter, mais voilà, on est 25 sur le terrain. Donc, par contre, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, donc on est une association. Donc on fonctionne comme toutes les associations de loi 1901 françaises, hein, on va dire, c'est exactement le même principe. Donc on a un conseil d'administration, donc qui est dirigé par Rodolphe Delors. On a plusieurs personnes donc de Beauval Nature qui sont impliquées dans ce conseil d'administration. Donc Delphine, Eric, qui est ici présent également, et également Delphine. Voilà. Donc vous êtes là. Donc ça se passe comme ça, il y a un conseil d'administration. Moi, je suis donc la directrice exécutive qui va donc recevoir les directives du conseil d'administration et mettre ça en place avec l'équipe au Congo. Donc j'ai fait un petit par rapport au site géographique. En fait, tout ce qui est en vert là, donc ça c'est nos bureaux de Pointe-Noire. Donc on a les bureaux de Pointe-Noire où on a un administrateur et logisticien. Donc qui s'occupe quand même, il y a beaucoup on a quand même 25 employés, donc rien qu'au niveau la paye, les RH, tout ça, il y a du boulot. Et on a un éducateur donc qui va faire qui va faire toutes les interventions à Pointe-Noire et en forêt, ça je vous en parlerai après. Et un chauffeur, donc Ludo, pour nous c'est très important parce que c'est la personne qui tous les samedis ramène toutes les denrées au camp. Donc quand vous êtes à 5 heures de route perdu en forêt et que vous attendez le camion avec tout ce dont vous avez besoin pour vous, pour les chimpanzés, pour tous vos projets, voilà, c'est un peu le messie. Et la piste est très compliquée, donc c'est du 4x4 hein, tout le long, c'est vraiment... donc il faut... c'est notre soleil quand il arrive. Donc en bleu, c'est tous ceux qui sont sur le camp principal. Donc vous avez un chef de camp, Yann, qui donc lui va être, c'est mon second, qui va gérer toute l'équipe. Et donc c'est une équipe qui est composée de pas mal de disciplines, on va dire différentes, puisqu'on a bien sûr des soigneurs, hein, ça c'est le cœur, puisqu'il faut qu'on s'occupe des chimpanzés des îles, c'est quand même le cœur de notre activité à la base. Donc on a des soigneurs, mais on a aussi des conducteurs de bateaux, puisqu'on fait de l'écotourisme, comme on disait, donc il faut des guides qui accompagnent les gens. Maintenant, on propose même la restauration à nos visiteurs. Donc, on a des cuisiniers, il faut entretenir le site. Donc, vous verrez, on a presque 100 hectares et les gens pratiquent ils brûlent la savane. Le brûlis est une pratique habituelle. Et donc, si nous, on veut protéger notre camp et nos plantations et donc des zones de refuge pour les animaux, on est obligé d'entretenir tout ça, de faire des énormes coupe-feux. Je vous montrerai tout à l'heure. Bon, bref, on a une équipe assez importante pour entretenir le site également. Et on a donc une équipe, on a une équipe en forêt, donc c'est Paul, c'est notre coordinateur de terrain, donc qui lui est au triangle, tout en haut là, dans la zone de relâché, et qui lui va vraiment travailler en forêt avec une équipe qui est toute la journée en train, je vous expliquerai ce qu'ils font après, mais ils sont toute la journée en train de marcher en forêt. Et avec l'aide, donc on vient de recruter là il n'y a pas longtemps cette année un botaniste, Ulrich, pour nous aider justement aussi à un peu mieux connaître la forêt qui nous entoure et voir justement les possibilités pour les futures réintroductions de chimpanzés, parce qu'il faut voir s'il y a suffisamment donc, à manger ou pas pour eux et qu'est-ce qu'il y a de disponible. Enfin voilà, on refait une étude. Et donc j'avais mis justement sur le côté à nouveau le soutien technique donc de Gabriel notamment et de tous les volontaires de Beauval. Parce qu'il faut savoir que depuis qu'on a commencé, on a eu la chance d'avoir une personne, un des soigneurs, ou au début c'était des soigneurs et après c'était aussi de la pédagogie ou de la péda principalement, qui sont venus 4 mois à chaque fois nous aider sur le terrain. Donc pour nous, ça nous faisait quelqu'un avec des nouvelles compétences, un peu de sang frais aussi, ça fait toujours plaisir. Et je pense pour eux, une chouette expérience. On pourra demander à Thibaut qui s'est caché là, mais voilà. Non, pardon, voilà, maintenant vous les revoyez. Donc,
le vif du sujet, que faisons-nous avec tous ces gens dans ce beau lieu? Et donc, on s'occupe principalement, comme je vous l'ai dit, des chimpanzés des îles. Donc, on a 20 chimpanzés sous notre responsabilité sur les îles. On a 3 îles, donc comme vous pouvez voir là, Jumbo. Donc, sur la première île à droite, là, Jumbo 2, on a ces 3 mâles qui sont présents. Donc, c'est Banane, qui est le plus ancien. Donc, lui, il est né en 1980. Je suis son aîné, mais pas de beaucoup. Et donc, lui, c'est notre patriarche. Pépère, qui est là aussi depuis longtemps. Ces 2 chimpanzés, il faut savoir, ce sont des rescapés des zoos de Pointe-Noire et de Brazzaville. Parce que pendant la guerre civile, justement, Madame Jamar les a récupérés. Donc, c'est des chimpanzés qui ont grandi en cage et qui étaient trop imprégnés. Et c'était trop compliqué pour eux, par exemple, de retourner à l'état sauvage. Et Moana, au milieu, donc, qui, lui, est justement, c'est le fils de Banane. Donc, ils se sont reproduits sur l'île avec Gina, qui, malheureusement, aujourd'hui, nous a quittés. Voilà, ça arrive aussi, de temps en temps. Il y en a un qui meurt, malheureusement. Mais voilà, donc on a ces 3 mâles sur la première île. Donc, c'est toujours l'île préférée de certains. Non, je ne vais jamais y arriver, pardon. Je vais y arriver. Oh, Et donc, on a la deuxième île, qui est la grande île. C'est une île qui fait presque 17 hectares. Donc, c'est quand même une sacrée zone, avec des mangroves autour, des forêts au milieu. Donc... Et là, on a notre groupe familial. Donc là, on a 15 chimpanzés. Et ils sont issus des 4 femelles qu'on appelle, nous, les 4 femelles historiques. Donc, que vous voyez là en haut, j'ai fait le petit arbre généalogique. Donc, vous avez Yoko, Emmanuel, Manu pour les intimes, Olga et Charlotte. Et donc, ces 4 femelles n'ont pas pu être réintroduites, typiquement, parce que... donc ici, je vais vous les montrer quand même, je suis désolée. Par exemple, Charlotte, qui est en haut ici, non, Olga, pardon, ici. Charlotte, elle était chez un photographe pendant plusieurs années et elle servait de modèle pour que les gens puissent prendre une photo avec le chimpanzé, là. Voilà. Et donc, comme c'est un chimpanzé et qu'elle avait des excès de forme, il l'a droguée. Il lui injectait à chaque fois un sédatif pour qu'il soit calme pour prendre des photos. Et donc cette chimpanzé, à force d'être piquée toujours dans la même jambe, là, ça lui a affecté un nerf et elle est handicapée maintenant d'une jambe. Donc typiquement, elle peut pas être réintroduite. Voilà. Donc chacun a une petite histoire plus ou moins dramatique. Voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, ils sont sur cette île. C'est génial parce qu'ils ont une structure qui est la même qu'un groupe naturel. C'est-à-dire qu'on a un mâle dominant qui est Ewo, là, le gros au milieu. Et on a 4 femelles, leurs descendants, un jeune mâle même qui commence à challenger l'ancien mâle. Donc c'est vraiment exactement la structure sociale d'un groupe de chimpanzés sauvages. Donc ça, c'est quand même assez plaisant à voir aussi parce qu'on a vraiment l'impression d'être devant un groupe d'animaux sauvages quand on les rencontre. Et enfin, donc la 3e île, voilà, donc qui est celle la plus à gauche, Jumbo 1, où on a Yombe, donc un mâle qui est aussi, lui... Alors, je ne sais pas si vous voyez là, mais en fait, lui, il a carrément plus de mollets. Il a la jambe qui a été sectionnée parce que, justement, il s'est fait prendre dans un collet, comme la panthère, dont je parlais tout à l'heure. Donc, lui, c'est pareil, il peut pas être réintroduit. Et Chula, donc une jeune femelle qui est née aussi sur l'île, qui est notre future candidate, peut-être, pour la réintroduction. Je vous en parlerai après. Donc voilà, on s'occupe de ces 20 chimpanzés. Et pour s'occuper de ces 20 chimpanzés, il faut des tonnes et des tonnes de fruits. Donc je vous parlais de Ludo. Ludo, chaque semaine, il ramène à peu près entre 800 kilos et 1 tonne de fruits pour nourrir les 20 chimpanzés. Donc c'est toute une affaire parce qu'il faut aller au marché. Voilà, on n'est pas livré à domicile par la coopérative du coin, ça n'existe pas. Donc il faut aller au marché. Il y a les suffisamment tôt pour réserver les sacs. Enfin bon, c'est toute une histoire. Mais à Pointe-Noire, ils s'en occupent et on arrive à avoir toutes les semaines au moins 10 variétés de fruits différents pour nourrir les chimpanzés sur la semaine. Donc sur l'année, là en haut, je vous ai résumé donc, toutes les différentes. Donc vous voyez qu'il y a en gros, il y a quand même 20% de papaye. La papaye, c'est l'élément... Voilà, ils adorent, il y en a toute l'année, pour nous c'est facile. Et après, tous les fruits, voilà, il y a toujours des bananes aussi, ça c'est pas un mythe, ils adorent ça. Et ça tourne en fonction des fruits de saison, mais ils ont toujours 10 variétés différentes chaque semaine.
Et pour compléter, on leur donne du riz au lait et des œufs, parce qu'en fait, les chimpanzés, comme vous le savez, sont comme nous, ils sont omnivores. Donc, pour leur apporter un apport protéique, on leur fait un riz, on appelle ça du riz au lait, mais en fait, c'est du riz avec effectivement du lait, de la poudre de soja et des cornflakes. Donc, que des éléments riches en avoine, soja, lait et riz. Et des œufs. Voilà. Donc, ils sont bien nourris. Non, c'est pas intuitif. Donc, comment se passe le nourrissage? Donc, les nourrisseurs préparent les fruits. Donc, tout ça, c'est déjà une sacrée logistique. Et ensuite, 2 fois par jour, ils se rendent donc en bateau sur les îles avec les gamelles remplies de fruits. Donc, pour chaque individu a sa gamelle. Et donc, 2 fois par jour, ils amènent les repas. Ça nous permet à nous de voir les chimpanzés chaque jour, d'être sûrs qu'ils sont bien présents, que tout le monde va bien, de voir l'état d'esprit du groupe. Donc, pour nous, c'est double emploi, c'est-à-dire que d'une part, bien sûr, le fait de les nourrir, mais aussi, comme pour les soigneurs, hein, j'imagine, mais de voir aussi comment ils vont, voilà, tout simplement, s'ils sont tous présents, s'il n'y a pas de blessures, si ça se passe bien. Et donc, ils s'approchent, ils y vont en canoë. Pardon, ils y vont en canoë, en fait, parce que depuis le Covid, avant, on les nourrissait à la main. Et avec l'arrivée du Covid, on a pris nos distances. Et en fait, on a continué comme ça, parce que c'est assez sécurisant, déjà, pour les nourrisseurs, qui s'approchent moins des chimpanzés. Et tout se passe bien. Donc, ça nous permet, je disais, donc, de les observer également, parce que des fois, on a besoin quand même de leur apporter des soins à ces chimpanzés. Donc pour tout ce qui est soins courants, vermifuges, vitamines éventuelles, traitements pour une petite maladie ou quelque chose, c'est facile, on a les bananes. On met n'importe quoi dans une banane et en gros, le chimpanzé prend le médicament, donc ça c'est assez facile. Par contre, des fois c'est un peu plus compliqué. Et donc là c'est le cas de Banane, donc, dont je vous parlais, qui est notre plus vieux pensionnaire, et qui un jour, il a eu un problème, il se déplaçait plus, et donc là c'est compliqué parce que nous on n'a pas des infrastructures dans lesquelles les chimpanzés viennent toutes les nuits pour dormir. On est obligé d'aller les chercher pour les soigner. Donc voilà, vous avez en image là toute l'équipe en train de ramener Banane. On lui a fait une radio. Bon, c'était assez compliqué. On a dû le garder 2-3 mois sur le camp pour qu'il se réacclimate petit à petit. Et grande victoire, on a pu le remettre sur l'île et aujourd'hui, il gambade à nouveau. Et voilà, donc il y a des moments où on est assez content de nous parce que c'est quand même une sacrée logistique. Voilà, donc le but ultime, bien entendu, c'est pas de conserver ces chimpanzés sur les îles. L'idée, c'est de les réintroduire dans la nature. Donc là, on a commencé, en fait, je vous disais tout à l'heure, le botaniste qui commence à étudier le terrain pour voir si on peut faire des relâchés de chimpanzés sur le terrain. Et nous, de notre côté, maintenant, on doit étudier les potentiels candidats à la réintroduction parmi ceux qu'on a sur nos îles. Et donc, on a 4-5 chimpanzés qui, ça, on va en discuter après entre nous parce que c'est un long processus. Mais dans la prochaine, on va faire normalement une réintroduction dans les 3 années à venir avec entre 3 et 5 individus. Bon, selon comment les choses évoluent. Et donc, on a placé des plateformes que vous pouvez voir devant les mangroves, donc le lieu où ils se nourrissaient habituellement, pour qu'ils commencent en fait à se nourrir sur ces plateformes. Donc là, ça fait plusieurs mois. Maintenant, c'est devenu un élément de leur environnement. Et donc, dans un second temps, on va mettre des cages sur ces plateformes. Et petit à petit, l'idée, c'est de pouvoir donc les capturer pour les ramener dans la forêt. Voilà, donc c'est un long processus. Et après, une fois réintroduit en forêt, il y aura le suivi, donc, comme on disait. Donc voilà, c'est des années et des années de travail à planifier. Mais on commence le travail. Forme en fait pour vous. Ah oui, ça c'est une petite vidéo pour vous montrer les petits chimpanzés sur la plateforme. Ouais, parce qu'on se régale, on a 5 bébés. Je passe un peu vite sur le grand groupe, mais on a 5 bébés, donc voilà. Bon, je passe. Donc la recherche et la conservation. Donc ça, c'est quand même le gros de notre travail. Donc on a une grande partie de notre travail qui est fait au Triangle, donc dans cette base, comme on disait, dans ce camp de recherche en forêt. Donc on a mis en place 3 suivis par caméra trappe. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est ces caméras qu'on fixe et qui vont automatiquement prendre en photo les gens qui passent devant, que ce soit de jour ou de nuit. Il y a un rayon infrarouge,
ça. Je suis pas une pro. Et en tout cas, quand les animaux et les humains passent devant, ça se déclenche et ça prend des photos. Et nous, ça nous permet de suivre toute la biodiversité sans être présent sur le terrain, donc sans modifier, perturber. Voilà. Donc c'est vraiment une technique qui est assez fabuleuse. Et donc avec ces caméras, on fait 3 suivis. Un suivi des chimpanzés. Donc les chimpanzés sauvages, parce que donc, dans notre projet de réintroduction, il faut qu'on connaisse la densité des chimpanzés sauvages. Parce que s'il y a déjà trop de chimpanzés sauvages dans la zone, nos chimpanzés réintroduits n'ont pas beaucoup de chances de survivre. Par contre, s'il n'y en a pas du tout, bon là ça pose question aussi, pourquoi il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a du braconnage? Est-ce que la zone ne convient pas? Donc voilà, il y a une vraie étude à faire au préalable, donc on suit les chimpanzés sauvages grâce à ces caméras. Mais on suit aussi 2 choses, donc la biodiversité terrestre en général et la biodiversité arboricole. Donc ça, je vais vous le présenter. Non, pas forte. Hein. Donc la biodiversité terrestre. On a commencé en 2022. On a positionné 39 caméras, donc au croisement là, de ce car voyage, pendant 15 mois. Donc pendant 15 mois, on a eu 39 caméras qui ont enregistré en permanence tout ce qui se passait donc, au sein donc, de toute cette zone. Donc c'est assez incroyable tout ce qu'on a obtenu, parce que c'est quand même une zone qui est très très riche en biodiversité. Donc comment ça se passait, hein, un peu des petits souvenirs pour l'équipe en place. Donc il faut savoir que c'est un terrain qui est très compliqué. C'est des marécages, il y a des zones inondées, on est obligé de marcher pendant des heures dans des marécages où il y a peut-être des sangsues, des crocodiles, il faut se focaliser sur le résultat. Mais voilà, c'est une forêt qui est un peu compliquée des fois dans certains endroits. Il y a des grandes crues, hein, on est au Congo, donc il pleut énormément. Mais on a réussi à positionner donc, ces 39 caméras et on les a mis soit en mode vidéo ou photo, on a les deux. Donc c'est assez intéressant parce qu'on arrive quand même à avoir des informations même sur les comportements des individus à travers les vidéos qu'on récupère. Donc juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça c'est les vidéos dans les caméras trappes. Et donc voilà, nous quand on est sur le terrain et qu'on regarde tout un patient, ça donne comme en haut, là on n'y voit pas grand chose. Puis après une fois qu'on télécharge sur l'ordinateur, on a quand même une très très belle qualité d'image et on a réussi à avoir de nombreux clichés de plein d'espèces que je vous décrirai juste après. Donc ça c'était... Et donc oui, pour vous dire, donc, tous ces clichés, à quoi ils servent? Parce qu'il y en a certains pour lesquels c'est évident, d'autres un peu moins. Donc pour vous donner une idée, en fait on peut étudier chaque espèce qui est présente grâce à ça. Donc par exemple les éléphants, c'est vraiment une espèce qui est très représentée, qu'on voit beaucoup, et on a eu beaucoup d'informations en fait en 1 an et demi sur les éléphants présents. Et là, donc, on a eu une première étudiante en master qui a traité un premier jeu de données, et grâce à ça, elle arrive à déterminer, par exemple, les rythmes d'activité des individus, parce que les heures auxquelles ils sont pris en photo, c'est que ce sont les heures auxquelles ils sont en train de se déplacer. Donc, on arrive à voir le rythme d'activité, on arrive à savoir la taille des groupes, en fait, est-ce qu'ils sont vus seuls, la composition, est-ce que c'est des mâles, des femelles, des jeunes. Donc rien que ça nous renseigne quand même d'un point de vue de la biologie de l'espèce, c'est assez intéressant. Et si on arrive à reconnaître certains individus, donc typiquement chez les éléphants avec leur défense ou chez les léopards avec leurs tâches, on peut faire de la reconnaissance individuelle. Et donc dans ces cas-là, on arrive vraiment à savoir même comment les groupes se constituent, est-ce qu'un individu est toujours avec les mêmes ou est-ce qu'ils ont des groupes qui sont donc stables ou non stables. On arrive à avoir aussi une idée peut-être des densités de population. Donc, voilà, on peut développer plein de sujets juste grâce à ces photos qu'on obtient par caméra trappe. Et donc ça, c'était pour la partie terrestre. Et donc là, on passe à la partie arboricole. Donc en mars 2023, il y a 1 an, là, on a fait une formation de 15 jours qui était incroyable. Donc 8 personnes de l'équipe ont été formées à la grimpe. Donc c'est les méthodes d'élagage, hein, en fait, grimper dans les arbres, et pour qu'on puisse donc aller positionner à 30 mètres de haut dans la canopée des caméras. Parce qu'on s'est dit, c'est super, on a une grande diversité au sol, mais en fait, dans cette forêt, il nous manque la 3e dimension. Donc on a lancé un programme d'études donc, de la biodiversité arboricole, et donc toute l'équipe a été formée en forêt, c'était un chouette moment de cohésion. Et donc on a posé 19 caméras là, que vous voyez avec les points verts sur cette même zone. Donc les petits points noirs, c'est les anciennes, c'était les caméras terrestres, et les points verts, c'est les caméras arboricoles.
Et donc pareil, ça fait maintenant depuis, ça on a commencé en octobre là, de l'année dernière, enfin ça fait 6 mois maintenant, et on a eu voilà, plein de nouvelles espèces en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au bout de 15 mois à filmer au sol, on a fait le tour des espèces Et en fait, dès qu'on met des caméras dans les arbres, on a presque, allez, je dirais une dizaine d'espèces qu'on n'avait jamais observées au sol. Donc ça vaut le coup. Donc voilà, par exemple, les touracos géants, qui sont mes oiseaux préférés, sont magnifiques. Là, on en a plusieurs sur le site. Ouais. Ou encore un petit moustaque qui passe. Donc voilà, des fois on a des fois on voit bien, des fois on a juste un pied, des fois c'est un peu à contre-jour, donc il faut aussi un peu imaginer. Mais globalement, on a des super images. Et justement, Mathilde, en avant-première, vous avez une petite compilation qui va sortir sur les réseaux de Beauval Nature. Et comme ça, au moins, vous pouvez voir une petite compilation des images qui sont récoltées par caméra. Voilà. Donc voilà, pour la partie caméra trappe. Donc ça, c'est un des gros... Ouais. C'est une grosse partie de notre travail de recherche, mais il n'y a pas que ça. Donc, hein, eh ben, c'est Mathilde qui a fait la vidéo, hein, moi je... 400, je sais plus, 400 mandrilles, ouais, sur le même groupe qui passe, 400 mandrilles. Ouais, pour une prochaine. Voilà, donc pour découvrir un petit peu cette incroyable biodiversité qui est présente dans le parc, on se sert donc des caméras, mais d'une autre technique également, qui est l'ADN environnemental, donc ADN-E. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça consiste en fait à prélever dans toutes les sources d'eau. Donc là, nous, on fait dans des lacs, des rivières, ça peut être dans la mer, ça peut être dans des mares. En fait, on filtre l'eau pour prélever les fragments d'ADN qui y sont présents. Et on arrive donc à retrouver les fragments d'ADN des animaux qui ont bu dans l'eau ou qui ont uriné sur les berges et l'eau par ruissellement a amené, ou qui ont... Voilà, donc on arrive à avoir beaucoup d'informations sur les animaux qui vivent autour des zones d'eau grâce à ces petits fragments d'ADN qui se promènent dans l'eau et qu'on va filtrer, nous, avec une pompe. Là, vous pouvez voir Gabriel en action. Avec une pompe, on filtre l'eau et je vous passe les techniques d'amplification et compagnie, mais on arrive à savoir quelles espèces sont présentes dans la zone autour. Donc ça, c'est vraiment aussi en fait, ces deux techniques sont deux techniques non invasives. Et quand on a commencé la recherche un peu avant, à l'époque, on était toujours obligé d'être au milieu du terrain pour voir ce qui se passait. Et donc, on perturbait aussi les événements. Donc, c'est vrai que ces nouvelles techniques de collecte sont vraiment intéressantes de ce côté-là. Donc, on a fait dans tous les réseaux hydriques du parc une collecte d'ADN environnemental.
Donc ça, oui, ça c'était la première étude. Donc juste pour vous dire que, donc avec ça c'était le premier échantillon, pardon, où on a fait juste trois transects. Et on a réussi quand même à trouver la présence donc de 30, je compte pas bien, 41 espèces présentes sur le site, dont 5 espèces qui sont des espèces menacées. Donc là, vous les avez ici en photo. Donc il y a le gorille, qui est une espèce menacée et donc en danger critique d'extinction. On a le gris du Gabon, qui est également une espèce en danger d'extinction, les mandrilles, le lamantin et le buffle. Et donc celui qui a retiré notre attention dans tout ça, c'est le lamantin, puisque le lamantin est une espèce, on n'était même pas sûr qu'il y en avait encore dans cette zone. Et c'est une espèce qui est très peu étudiée et dont on ne sait presque rien dessus. Donc on a mis en place une étude à plus large échelle sur tout le réseau hydrique, cette fois du bassin de la zone, là. Et donc pendant 15 jours, on a récolté de l'ADN. Donc c'est tous les petits transects que vous voyez là, tous les points bleus, rouges. Toutes ces zones ont été échantillonnées avec l'équipe. On a une équipe qui est venue nous prêter main forte de Suisse, parce qu'on a comparé 2 techniques d'échantillonnage. On essaie aussi d'améliorer les méthodes de recherche en même temps qu'on travaille. Et on a récolté donc l'ADN sur tout le bassin hydrique de la zone, afin de savoir donc où était présent le lamantin, mais également toutes les autres espèces présentes dans le parc. Ça va nous donner vraiment une visibilité sur tout ce qui est présent dans la zone. Donc oui, le lamantin, donc je ne sais pas si vous savez tous à quoi ressemble un lamantin, mais vous les avez pas loin là, ils sont juste à côté. Donc c'est aussi, on appelle ça aussi le cochon de mer ou les sirènes, c'est plus joli. Donc cette espèce, donc, qui est très menacée, nous a vraiment intéressés, et donc on a lancé une étude sur cette espèce. Donc, dans un premier temps, on a une étudiante de master, Morgane, qui est venue, ainsi que Chalia, qui est une étudiante de Congo-Brazzaville. Et ensemble, elles ont fait une première étude pour caractériser le milieu dans lequel vivaient les lamantins. Donc, on s'est muni d'un drone pour caractériser les herbiers, donc voir à la surface, parce que le lamantin se nourrit donc d'herbes aquatiques. Donc, on a utilisé plusieurs techniques, un sonar pour cartographier le fond de la lagune, une sonde physico-chimique également pour savoir donc le pH, la température, tous les caractères du milieu en fait, pour décrire le milieu dans lequel il vit et essayer de comprendre quelles sont les zones qu'il sélectionne, quelles zones lui conviennent et quelles zones ne lui conviennent pas, afin de pouvoir guider les gestionnaires après, donc dire cette zone-là, il faut la protéger, elle est intéressante, elle a tous les critères qu'il faut pour que le lamantin puisse y vivre. Donc voilà, là vous avez un peu les filles au boulot. Et donc ça donne ça, juste pour avoir le résultat. Donc la cartographie de la lagune. Après, on connaît donc la profondeur, hein, mais en fait c'est important pour ce genre d'espèces. Avec le drone, donc on a les cartographies des herbiers là, en bas à gauche. Donc on connaît toutes les zones de nourrissage. Et à droite, par exemple, ce sont d'autres paramètres. Elle a pris, par exemple, le taux de mercure pour savoir si oui ou non l'eau était polluée, parce que c'est une des choses qui peut expliquer la présence de l'espèce. Enfin, elle a relevé pas mal de critères de l'environnement et elle a modélisé la zone. Donc ça, c'était la première partie de l'étude. Et maintenant, on a un étudiant en thèse, Lucas, qui va venir donc pour 3 ans. Et lui, pendant 3 ans, maintenant qu'on a décrit l'habitat, lui, il va essayer de trouver les lamantins. Parce que c'est bien joli de décrire l'habitat, mais on veut savoir où est-ce qu'ils sont présents et pourquoi. Donc il s'est muni, enfin on a 2 caméras aquatiques, enfin 2 doubles caméras aquatiques comme ça. Et donc il pose dans l'eau des enregistreurs et sonores et vidéo, afin donc de prouver la présence du lamantin dans certaines zones pour essayer de comprendre comment il fonctionne, quelles zones il privilégie, est-ce qu'il est toute l'année présent dans les mêmes zones, est-ce qu'il y a des zones de rassemblement pour la reproduction, enfin toutes les questions qui permettent après de faire les bons choix de gestion. Parce qu'en fait, ces études, on les fait parce que ça nous intéresse, mais on les fait surtout pour que les données soient accessibles à la communauté scientifique et aux gestionnaires du parc, pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, puisque nous, on n'a pas accès. Nous, on gère une zone, mais eux, ils ont l'intégrité du parc. L'intégralité, pardon. Voilà, donc ça, c'est en cours. Donc il revient avec moi là, dans 2 semaines sur le terrain pour poursuivre ses études, et on verra un peu ce que ça donne. Mais vous avez vu, donc en haut, c'est les premières photos de lamantins qui ont été prises dans la zone. Donc on est assez content, au moins on a la preuve qu'il y ait de visu, et ce sont des images assez rares, donc on est très content. Donc voilà, le lamantin,
Mais on ne fait pas que ça. On vient de lancer aussi une étude de l'herpétofaune, parce qu'en fait, c'est très peu connu, parce que c'est pas très glamour. En général, les gens s'intéressent plus aux mammifères qu'à l'herpétofaune et à l'avifaune, mais bon, c'est en train de changer un peu. Donc voilà, donc on a une étudiante, Loane, qui est venue pour 4 mois sur le terrain, là, pour faire un inventaire, un premier inventaire de tous les serpents, lézards, tortues, tout ce qu'elle peut trouver, grenouilles, tout ce qu'elle peut trouver, donc dans la zone. Donc elle met en place, elle fait plusieurs techniques pour essayer de trouver les animaux. Elle a mis en place ce que vous voyez là, le petit transect. En fait, c'est une bâche avec des seaux, comme vous voyez en photo là. Et donc les animaux arrivent, ils se cognent contre la bâche, ils tombent dans les seaux. Et le matin, elle peut relever, mesurer, peser, prendre en photo, déterminer quelle espèce, et hop, elle le relâche. Donc elle fait ça. Elle fait aussi des transects, c'est-à-dire qu'elle se promène pour essayer de trouver les individus. Elle soulève les souches, elle fouille dans les buissons pour essayer de dénicher les serpents, les lézards et tous les animaux cachés. Et elle a fabriqué aussi des caches pour qu'ils viennent se cacher et qu'elles puissent, donc des tas de bois, enfin voilà. Et donc elle va faire ça pendant 4 mois pour faire un premier inventaire. Et elle fait ça dans différents milieux. Donc elle va comparer la biodiversité des savanes, des forêts replantées, des forêts primaires. Donc à la fois on essaie de comprendre comment ça fonctionne, mais aussi de comprendre le rôle des différents milieux et les différences entre les différentes zones. Voilà. Et donc, vu que ce n'est pas fini, on a encore plein d'envies, plein d'idées, plein de possibilités pour les années à venir. Donc, typiquement, comme je vous disais, la panthère, gorille, éléphant, rien qu'avec les données qu'on a déjà récoltées, on peut, parce que maintenant, il faut les traiter. Récolter les données, c'est une chose, mais les analyser, les valoriser, les publier, c'est beaucoup de travail. Donc, on peut mener des études donc, sur les panthères, les gorilles, les éléphants, d'autres espèces qu'on a vues sur les caméras trappes. Également sur les chiroptères, parce que c'est le parc qui nous a sollicité en nous disant « Tiens, on n'y connaît pas grand-chose, est-ce que ça vous dirait de mener une étude sur les chiroptères? Est-ce que vous avez les compétences ?» Par chance, on a un spécialiste des chiroptères à Beauval Nature. Donc, on va sûrement se lancer dans une étude des chiroptères. Donc, je vous ai mis ce petit schéma là qui est illisible, mais c'est pour dire que c'est par acoustique. On va commencer une étude au niveau de l'acoustique. On peut les enregistrer et essayer de reconnaître les différentes espèces. Et après, peut-être passer à une phase de manipulation. Mais, comme on dit, dans un premier temps, on essaye toujours d'être de ne pas déranger et passif possible dans nos études. Chiroptères, mais aussi aviphones. Donc il y a des dizaines et des dizaines d'espèces d'oiseaux. Ce sont des lieux de migration. Donc on a la mer, la forêt. Donc c'est très diversifié aussi au niveau oiseaux. Et il n'y a rien qui est fait sur ce sujet. Donc il y a aussi beaucoup de choses à étudier dans ce domaine-là. Il y a aussi, bien sûr, l'entomofaune. Alors, quand on parle des oubliés, eux, c'est les oubliés de tous. Mais il y a une grande diversité aussi d'escolopendres, araignées, grillons, sauterelles, enfin, des mantes religieuses incroyables. Enfin, il y a vraiment une incroyable biodiversité et il y a beaucoup de choses à faire dans ce parc. Voilà, donc pour la partie recherche et conservation. Non ? Donc, je fais vite, 5 minutes. L'éducation environnementale. Donc ça, c'est notre de nos dadas, puisque si on veut que les mentalités changent, si on veut que la biodiversité soit conservée, la première des choses, bien entendu, c'est de faire changer la mentalité des gens, ici comme ailleurs, c'est partout pareil. Donc, comme je vous disais, on a Jean-Baptiste qui intervient dans les écoles à Pointe-Noire, parce que beaucoup de villageois, en fait, du parc, envoient leurs collégiens. Il n'y a pas de collège dans le parc, il n'y a que des écoles primaires. Et d'un niveau assez faible, il faut dire la vérité, c'est assez compliqué. Donc, dès qu'ils ont les moyens, ils envoient leurs enfants en ville. Donc, en fait, si on veut toucher les populations du parc, il faut aller enseigner aussi en ville. Mais on le fait ça donc à Pointe-Noire, dans des dizaines d'écoles. Et dans le parc, on a 7 écoles également. Et donc, tous les mois, on intervient, on essaie de suivre les thématiques des journées de l'environnement. Donc, une fois, ça va être les zones humides, la biodiversité. Il y a des thèmes que vous connaissez tous, c'est mondial. Et on intervient sur ce thème-là. Donc là, vous voyez, c'était une séance sur les forêts. Donc, on a planté des arbres dans la cour de l'école. On essaie c'est toujours des actions qui sont en lien avec... il y a la théorie et la pratique.
parce qu'il faut rendre ça un petit peu ludique. Et on fait également donc, des sorties scolaires donc, associées à ces thèmes. Donc là, en bas à gauche, là, en orange, on amène une fois par an toutes les classes de CM2, parce qu'on ne peut pas faire tout le monde. Et comme ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau quand ils ont fini leur primaire. On les amène voir les chimpanzés. Donc toutes les classes de CM2 viennent en sortie scolaire pour aller assister au nourrissage des chimpanzés. Des fois, on va faire des goûters. Bon, voilà, on fait plein d'activités. Et on a mis en place, là aussi, depuis quelques mois, un projet qui est vraiment chouette. C'est Ciné-Brousse. Mais là, c'est Ciné-Forêt. Donc, on a acheté un grand écran avec un vidéoprojecteur. Et donc, on couple aux activités donc, de la journée qui sont tournées vers les écoles, une activité le soir tournée donc, vers tout le grand public, donc les adultes aussi. Et donc, c'est toujours des films ou des documentaires en lien avec le problème écologique évoqué, mais comme ça ouvre aussi à tous les utilisateurs du parc et pas seulement les enfants. Parce que c'est important, mais il y a aussi les adultes qui sont encore là. Et même si c'est plus dur de faire changer la mentalité des adultes, un petit peu de sensibilisation ne fait pas de mal. Voilà, donc... on fait aussi donc, des actions qui sont en lien avec l'enseignement, c'est-à-dire comme je vous disais au niveau scolaire, c'est un petit peu compliqué parce que y a pas toujours les budgets qui arrivent au niveau de l'État, bon c'est pas toujours facile. Donc nous on va essayer comme on peut. Donc l'année dernière on a aidé à rénover l'école du village d'à côté. Cette année on a construit carrément un centre préscolaire à la demande. On a identifié avec les villageois ce dont ils avaient besoin. Donc ils voulaient un centre préscolaire. D'ailleurs Rodolphe était venu inaugurer le centre avec nous. Donc, voilà, on essaie de participer au développement comme on peut. On ne peut pas tout faire, mais on apporte notre pierre à l'édition. Et n'importe quoi, je dis édition, à l'édifice. Et donc, on fait notamment aussi, un des troisièmes projets qui est en cours, c'est l'édition d'un manuel pédagogique pour les enseignants et d'un cahier scolaire pour les enfants. Donc, pour qu'ils puissent continuer ces actions, nous, on ne peut pas tout le temps être avec chaque classe, mais au moins les enseignants pourraient continuer à faire chaque jour ou chaque semaine un thème en lien avec l'environnement et avoir les supports pédagogiques pour leur permettre ça. Donc, merci à l'équipe de Beauval qui va bientôt mettre en place ce bel outil pédagogique. Voilà. Et le dernier point donc, qui est quand même très important, c'est le développement local. Donc le développement local, c'est très important puisque, comme je vous disais, donc, les gens qui sont donc des chasseurs-cueilleurs et qui ont des besoins grandissants, il faut qu'on leur trouve une autre activité que chasser, couper du bois, aller chercher de l'or illégalement en forêt. Il faut leur trouver un moyen de vivre décemment, mais tout en préservant la biodiversité. Donc l'idée, c'est de développer les ressources économiques alternatives. Donc c'est le gros challenge, je pense, de toute la conservation aujourd'hui, c'est ça. Pour faire ça, donc, nous, déjà, on va rendre des petits services à la communauté. Mais ça, c'est pas... Voilà. On va, par exemple, aider à la réfection du bac. Donc, ça va aider la population, en fait, à pouvoir fonctionner et vendre leurs poissons en ville, puisque... il y a un bac qui permet de traverser la rivière, en fait, et s'il ne marche plus, les gens ne peuvent plus ramener leurs denrées en ville. Donc on va faire ce genre de petites actions pour la communauté. Ça, vu que je suis à la bourre, on passe. Mais nos gros projets donc, au niveau du développement local, donc, c'est le premier, celui dont on parlait tout à l'heure, Rodolphe, les plages propres. Donc ça, c'est vraiment un projet... qui nous tient, je crois, tous à cœur. Donc, à Conquati, il faut savoir, les plages étaient dégoûtantes parce qu'en fait, tout le bassin du Congo, qui est immense, ramène tous les déchets, en fait, lors des pluies. Tous les déchets arrivent dans la rivière et tout arrive dans la mer et remonte le long de l'Afrique et s'échoue sur les côtes du Congo et du Gabon. Donc, on est parti de ce constat et il faut savoir que ces plages sont le lieu de ponte des tortues luttes, notamment aussi des tortues oliva très vertes, mais bon, la plus connue donc c'est la tortue lutte qui pond sur ces plages. Donc on s'est dit il faut vraiment qu'on fasse quelque chose et pour le parc et pour les tortues et donc on est parti là avec l'équipe. Ça c'est la phase test. On est descendu sur les plages avec l'équipe de Help. On a pris nos sacs, on a ramassé tous les plastiques, on a regardé à peu près le temps que ça mettait, combien on arrivait à porter, quelle quantité. Parce que voilà, on a calibré le projet comme on dit.
Et une fois qu'on a fait ça, on a lancé le projet et on a embauché 10 personnes dans les villages. Bon, là, vous, ils sont que 7, mais bon. Voilà, une équipe qui s'appelle donc l'équipe 3P et qui, tous les jours, descend sur les plages, ramasse chacun 20 kilos de plastique, puisque c'est ce qu'on avait calibré, remonte, trie ce plastique, le lave, et le plastique est ensuite recyclé comme c'est possible, c'est-à-dire que tous les bouchons et les plastiques durs vont pouvoir être refondus pour faire des casiers, des poubelles, tous ces, voilà, des citernes d'eau, ils peuvent être refondus pour être réutilisés. Les bouteilles d'eau transparentes vont aussi être mises en miettes pour être réutilisées dans des industries qui refondent. Et il y a une partie, bien sûr, qui n'est pas recyclable, le tout venant, mais qu'on ramène à Pointe-Noire dans la déchetterie pour qu'il soit traité en ville. Et donc, ça a commencé en octobre, ça fait 1 an et demi maintenant. Et ce projet, donc en 1 an et demi, en gros, on sort on a sorti 30 tonnes de déchets en 1 an. Voilà, 30 tonnes sur 30 km. Pour faire simple, c'est un peu moins, mais c'est approximativement 1 tonne par kilomètre. Et il faut savoir que ça revient, malheureusement. Alors, moins fort, mais lors des grandes marées, ça revient. Donc c'est un job à plein temps, mais le résultat est vraiment génial parce que, voilà, juste pour vous montrer. Donc ça, c'est l'avant, et ça, c'est les mêmes plages prises après, quoi. Voilà. Donc il y a quand même vraiment un résultat qui est plaisant. Même les locaux étaient émus de voir leur plage dans cet état-là. Ils ne l'avaient jamais vu comme ça. Donc c'est un chouette projet qui donne de l'emploi. Et donc voilà, c'est 10 personnes. Avant, elles braconnaient en forêt ou elles coupaient du bois. Aujourd'hui, elles travaillent, elles sont employées de ce projet. Le milieu est restauré. Donc ça, c'est du gagnant-gagnant. Donc ça, d'ailleurs, je remercie grandement la mairie d'Orléans parce que c'est un de nos partenaires, notre partenaire sur ce projet. Et sans eux, il n'aurait pas vu le jour. Donc, parce que nous, on a les idées, mais après, il nous faut le soutien. Donc voilà, ça, c'est un de nos gros projets. On a également développé l'apiculture villageoise. Pareil, c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant dans tous les sens. L'apiculture, aujourd'hui tout le monde sait le rôle écologique que jouent les abeilles. Il n'y a pas besoin, je pense, d'en reparler. Mais donc pareil, on a fait venir un apiculteur qui est venu pendant 2 semaines pour former 10 villageois à l'apiculture. Donc on a posé l'offre dans les villages et il y a 10 volontaires qui sont venus, qui ont été formés. On leur a fourni tout le matériel, les ruches. Et maintenant, c'est la 3e année, on les suit. Tous les mois, on vient les voir, on les conseille, on avance avec eux. Et on leur redonne 2 ruches par an pour tous ceux pour les encourager, pour que ça... Voilà, donc ça, c'était aussi un des projets qui a vraiment bien fonctionné. Il y a 2 types de ruches, mais ça, je vous passe les détails. Mais nous, sur le camp, en fait, on en fait aussi. On a testé 2 types de ruches pour voir lesquelles étaient les plus productives entre les Waray ou les Kenyan, pour voir un peu l'évolution. Donc, sur les prochains projets, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Est-ce qu'il y a un des types qui résiste mieux aux fourmis, parce qu'on a des gros problèmes avec les invasions de fourmis, aux intempéries. On fait un peu on teste, nous aussi. Le 4e projet qui vient juste là juste d'écrire, on est en train de rechercher les financements, c'est justement pour l'artisanat local. Toujours la même idée. Les gens, au lieu qu'ils soient en train de chasser ou de faire autre chose, leur apprendre un métier dont ils puissent vivre. Et il faut savoir surtout qu'il y a des vraies compétences traditionnelles qui sont en train de se perdre, comme un peu partout. Donc l'idée, c'est à la fois de permettre de conserver ces savoirs traditionnels qui sont l'identité des gens, et de permettre à des jeunes d'apprendre un métier et de développer avec une filière pour qu'ils puissent en vivre. Donc ça, c'est le gros challenge pour l'année à venir, d'un point de vue développement local, parce que les 2 autres, ils roulent déjà. Mais celui-là, ça va être beaucoup de boulot. Et enfin, le dernier projet, donc ça, c'est pas des moindres, c'est les plantations. Parce que je vous disais, donc, je l'ai évoqué vite fait quand je parlais d'Aliette tout à l'heure, elle a commencé en fait à planter. L'idée qu'avait Aliette, c'était de restaurer le milieu aussi autour du camp. Donc juste pour vous montrer, là, vous avez... Donc oui, parce que je vous expliquais, les gens, ils brûlent. Alors, ils brûlent les savanes, c'est assez... Il y a certains pays d'Afrique où ils brûlent pour que l'herbe repousse et que les troupeaux puissent se nourrir. Ça, c'est une pratique connue. Là, ils brûlent et on n'y voit pas vraiment d'intérêt. Moi, je n'ai toujours pas compris aujourd'hui l'intérêt, à part le fait que quand on se déplace la nuit, quand on est dans des herbes hautes, on ne sait pas sur quoi on tombe. Et quand on est dans des herbes basses, on voit les dangers potentiels à distance. Donc je pense que c'est plus dans quelque chose de... entre l'habitude et la sécurité, je ne sais pas, mais bon. Donc les gens brûlent énormément.
Et donc toutes les forêts se font grignoter à chaque fois que ça brûle, ça grignote un petit peu la forêt et grignote un petit peu la forêt. Donc l'idée d'Aliette, c'était de protéger ces forêts. Donc pour vous montrer, donc ça c'est le camp à l'origine. Donc quand ils ont commencé, ça doit être une photo qui doit dater de 96, je pense. On a 4 bungalows, tout est pelé, il n'y a rien du tout. Et donc Aliette s'est mise à planter partout autour du camp. Donc elle a fait des plantations pendant... c'était un de ses gros projets à côté des chimpanzés, c'était les plantations. Donc ils ont planté des espèces, principalement des espèces locales, on essaye aujourd'hui, mais il y a pas mal d'acacias, parce qu'il faut savoir que ces sols sont très pauvres, et donc il faut une espèce pionnière qui arrive à se développer dans un sol pauvre. Et les acacias sont des légumineuses, donc elles captent l'azote atmosphérique et elles arrivent à se développer dans des sols assez pauvres. Et une fois que les acacias sont implantés, les feuilles vont petit à petit s'accumuler et se transformer en terreau, ça enrichit le sol, ça fait de l'ombre, et donc les autres espèces peuvent ensuite prendre la relève, et on peut avoir après des espèces de forêts qui vont se développer petit à petit pour que ça redevienne une forêt avec les espèces locales. Voilà, je me dépêche. Donc juste en image, voilà, donc ça c'est... Vous avez à gauche en 96 et on va dire 25 ans après, c'est pas la toute dernière, mais à droite ce que ça donne. Donc vous voyez tous les 4 bungalows, on les reconnaît, les 4 bungalows qui étaient au milieu de la savane, ils sont aujourd'hui au milieu d'une énorme forêt et tout ça c'est le boulot, tout ça c'est replanté par l'association. Donc là, la photo du bas pour vous montrer en fait le chemin... Non, pardon. Le chemin là qu'il y a ici, en fait, si on part derrière la voiture, c'est ce chemin aujourd'hui. Donc il y avait rien, c'était que de la savane toute sèche. Et aujourd'hui, on est au milieu, c'est vraiment luxuriant. Il y a des palmiers partout. Et ce qui est génial, parce que c'est bien joli de planter des arbres, c'est déjà une bonne chose, mais c'est que la faune sauvage vient. On a autour du camp des citatungas, des éléphants, des chimpanzés, des civettes, des génettes, voilà, tous ces arbres sont utilisés. On a les ibis, sagdaches, les perroquets qui nichent au-dessus. Donc voilà, cette forêt qui est une forêt replantée, joue vraiment un rôle en tout cas pour la faune locale. Et ça, c'est... Voilà, donc on continue ce travail. Ça nous occupe aussi énormément. Mais nous, voilà, on continue de planter. Voilà, ça, c'est une autre vue de la forêt. Avant, c'était de la savane. Et donc quelques petites espèces, voilà, on a mis quelques caméras trappe aussi pour voir un peu ce qu'il y avait. Donc les citatungas, voilà, je vous passe... Voilà, donc comment nous aider? Alors, je vais faire simple. Je voulais vous... il veut plus. Voilà. Nous, on fait de l'écotourisme, donc ce dont parlait Rodolphe. Donc pourquoi on fait ça? Donc bien sûr, il y a plusieurs raisons. D'une part, c'est aussi une forme de sensibilisation. Chaque visiteur qui va venir chez nous, on lui présente notre projet, il va comprendre les enjeux, donc c'est une forme de sensibilisation du public. Ça permet aussi de faire connaître nos actions, puisque chaque visiteur, après, peut parler un peu de ce qu'on fait. Et bien sûr, il ne faut pas se leurrer, ça nous permet de gagner de l'argent pour faire fonctionner l'association. Voilà. Donc c'est un peu le but de cet écotourisme. Donc voilà, on a plein d'activités proposées. Je pense que le mieux, c'est que vous alliez voir sur le site. Bientôt, ce sera en ligne, sur le site de Beauval Nature. Mais juste pour vous montrer l'éventail, voilà, c'est magnifique. On peut faire, aller nourrir les chimpanzés, se balader en kayak, aller dans la forêt. Vous voyez tout en bas, là, on suit les traces des animaux en forêt. Voilà, il y a plein d'activités. On descend la rivière en canoë aussi depuis le triangle. Se balader en savane, aller à l'embouchure. Voilà, c'est un milieu vraiment qui est assez diversifié et magnifique. Et donc, on ouvre à partir du mois prochain au tourisme international. Donc, on a construit des nouveaux bungalows, super beaux, une cuisine. Voilà, on est prêt pour recevoir le tourisme international. Et on va aussi développer le tourisme scientifique. C'est-à-dire que les visiteurs, par petits groupes, pourront nous accompagner et accompagner nos équipes scientifiques sur le terrain pour aller relever des caméras et voir notre travail vraiment au quotidien avec nous. Voilà, donc c'est un petit rappel. Si vous voulez donc soutenir nos actions, vous pouvez bien sûr faire un don sur le site de Help Congo. Sinon, c'est aussi possible de passer par Beauval Nature via un don fléché. Venir chez nous et bien sûr relayer l'information sur tout ce qu'on fait. On a un Facebook, un Instagram et on est même dans le Paris Match de cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu, donc voilà. Merci.
Et merci à tous de m'avoir écouté. Et merci, je voulais aussi quand même remercier toute l'équipe de Help Congo, nos partenaires et vous tous. Voilà, merci. Merci beaucoup Nina. Donc, grâce à toi, on a pu découvrir Help Congo et toutes ces actions donc, bien concrètes. Toi, tu connaissais déjà un peu. Un petit peu, oui. Donc justement pour préserver toute cette magnifique biodiversité, comme vous avez pu le voir. Et donc maintenant, Nina, je te propose un moment d'échange avec nos invités. Alors comment ça va se passer? Donc normalement, vous avez 2 collègues, Thaïs et Maëlys, qui sont sur les côtés, qui vont faire passer les micros. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à lever la main pour qu'elles puissent venir vous voir. Et ainsi, vous pourrez poser vos questions à Nina. Je donne un micro. Elles ont d'autres micros. Puis vous pouvez aussi poser des questions à Baptiste Muot, notre directeur de Boval Nature, qui revient, qui était il y a 2 semaines à Conquati. Trop dit, tu vois. Ouais. Ça arrive. Oui, bonjour. Bonjour. Marche. Oui. Oui. Je voulais savoir si les relations que vous entreteniez avec les villageois et la population qui donc habite le parc sont simples, cordiales, ou est-ce qu'il peut y avoir des conflits? Est-ce que c'est difficile de gérer ces relations? Alors, oui, ça peut être difficile. Après, elles sont assez cordiales parce que on a la chance, en fait, nous ne sommes pas l'organisme répresseur du parc. Il y a des éco-gardes qui font ce travail-là, en fait, d'être les répresseurs. Donc nous, c'est quand même plus plaisant. Nous, on va conseiller et je pense que sur ces dernières années, on est plutôt vu comme on apporte des solutions, on essaie d'aider. Donc il y a des fois, on va forcément, il y a des conflits d'usage à certains moments, puisqu'ils voudraient venir, par exemple, chasser dans la zone. Mais je trouve que ça s'améliore et que, oui, je pense qu'on apporte maintenant. Ils ont aussi, petit à petit, on apprend à se connaître aussi. Moi aussi, il m'a fallu un temps avant de connaître tous les chefs de village. Enfin, voilà, il faut le temps de rencontrer les gens. Mais ça s'améliore, ouais. Mais c'est pas facile, c'est vrai, puisqu'on n'a pas toujours les mêmes intérêts. Mais D'autres questions? ouais, il y en a une au fond. Ouais, vas-y, allez-y. Est-ce que vous êtes en contact avec les singes? Est-ce que vous les caressez, quoi? Alors, Non. Alors non, on n'est pas en contact avec eux parce que le but, c'est qu'ils se désimprègnent de l'homme et qu'ils soient aptes à repartir dans leur vie sauvage après. Donc on essaye d'avoir le moins de contact avec eux. D'accord. Et puis en plus, ils sont sacrément costauds. Hein. Tu sais, s'ils t'attrapent, ils peuvent être gentils, mais des fois après, ça peut être compliqué. Donc non, on n'est pas en contact avec eux, le moins possible, sauf quand il faut les soigner. Puis les gorilles dans la forêt, ils courent vite et ils ont mauvais caractère. Ouais, t'as vu sur la vidéo? Je peux vous dire que c'est toujours des moments exceptionnels. À chaque fois que j'y vais, et souvent j'y vais pas longtemps, à chaque fois j'ai la chance de voir des éléphants. Ils sont absolument... C'est des petits éléphants nains de forêt, Psychotis. Ce sont des éléphants fantastiques, mais qui peuvent être assez agressifs, souvent plus agressifs, plus dangereux que les éléphants de savane. Mais le seul problème, c'est qu'un éléphant, contrairement à ce que l'on pense, il se cache très facilement et on peut passer à quelques mètres sans le voir, même parfois en savane. C'est assez impressionnant. Il peut être des fois à 5 mètres de vous sans qu'on le voie. L'autre jour, on a eu la chance d'en croiser un au détour d'une piste et il nous a un petit peu surpris. Lui aussi a été très surpris. Ouais, généralement, on est aussi surpris l'un que l'autre. Il y avait une autre la dame qui a parlé tout à l'heure. Toujours moi, pardon. Ah ouais. Quand vous parlez de réintroduire vos chimpanzés dans la nature, donc ça s'étale sur plusieurs années. Oui. C'est très long. Oui. Et alors, c'est un processus. Et qu'est-ce qui fait que c'est aussi long?
C'est-à-dire que nous, on repart un peu comme, enfin, voilà, depuis 3 ans, on repart un peu de zéro. Enfin, pas de zéro, mais les dernières réintroductions datent un petit peu. Donc, il faut refaire un projet de A à Z. Donc, eh bien, il faut d'abord étudier tout le milieu dans lequel on doit les relâcher. Il faut habituer nos chimpanzés à ce qui, vous avez bien vu, les barges pour petit à petit pouvoir les capturer. Donc, tout ça, c'est un processus qui est assez long et que les individus aient l'âge requis. Donc voilà, on a tablé. Après, une fois qu'on est, on va dire, habitué et qu'on a les infrastructures, ça peut être bien sûr beaucoup plus rapide. Mais nous, dans notre processus, on prend le temps. Et les individus qu'on vise pour le relâcher, ils sont encore assez jeunes. Donc, enfin, on n'est pas pressé. En plus, voilà. Bonsoir. Est-ce que les plantations réalisées vont servir à l'autonomie alimentaire des espèces réintroduites? Alors, c'est pas dans les mêmes zones en fait. Les chimpanzés qui sont réintroduits, ils sont réintroduits en forêt primaire, on va dire, donc c'est une zone qu'on ne touche pas. Mais par contre, les zones qu'on plante servent à toute la faune sauvage qui est présente naturellement. Les éléphants, en fait, ils se déplacent sur des dizaines de kilomètres. Et on a les antilopes, donc c'est pour la faune locale. C'est pas une faune réintroduite, mais c'est une faune déjà présente sur place. Oui, bonsoir, une petite question simple et pratique. Je suis surpris par encore tout ce lien que vous avez avec les chimpanzés pour leur ramener tous ces tonnes de fruits régulièrement. Et ils n'arrivent pas à devenir autonomes par eux-mêmes. Il n'y a pas les fruits sur ces îles ou ils n'arrivent pas à se nourrir autrement? Non, exactement. Sur les îles en question, en fait, ce sont des mangroves. Il y en a 2 qui sont... Enfin, et même sur la grande île, il y a beaucoup d'espace, mais il n'y a pas du tout suffisamment sur un cycle annuel. Donc, il y a certaines périodes, on le voit, nous, au nourrissage, ils sont un peu moins présents ou un peu moins pressés d'arriver. Donc, on sait que... Ah oui, c'est vrai que c'est la saison des... Et on sait qu'il y a un gros arbre de cette espèce-là. Mais il n'y a pas assez sur l'année. Non, ils n'arriveraient pas à s'autosuffire sur ces îles. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre présentation. C'est très intéressant. Merci. J'ai une petite question. Comment savoir que c'est vraiment le moment idéal pour réintroduire les chimpanzés dans leur milieu naturel? Est-ce que c'est le fait qu'avec le temps, ils deviennent détachés de l'homme ou il y a d'autres raisons pour... Non, parce que ça n'évolue pas énormément. Les chimpanzés qu'on a là, maintenant, ils sont dans un fonctionnement où ils ne seront pas plus détachés dans 2 ans qu'ils ne le sont maintenant. Mais c'est nous, en fait, qui devons nous préparer, nos infrastructures, nos équipes, et monter. En fait, c'est un gros dossier. Relâcher des chimpanzés, c'est quelque chose qui doit être fait avec l'accord de toute la communauté internationale. Donc, ça doit être validé par des instances internationales. Donc, il y a un gros dossier à monter. Donc, c'est nous, on évalue le temps par rapport à notre structure, nos ressources. Voilà. On se dit que d'ici 2-3 ans, on sera prêt. Après, non, en tout cas, c'est pas par rapport aux chimpanzés en eux-mêmes, c'est plus par rapport à la logistique administrative et vraiment sur le terrain. Que nous, on a besoin de ce temps pour se préparer. Voilà. Oui. Oui. On les connaît, donc voilà, on les connaît, mais c'est vrai que on fonctionne pas ensemble au quotidien puisqu'on n'est pas dans le même pays et pas sur la même espèce, mais ah oui, pardon, c'était par rapport à est-ce qu'on interagissait donc avec une ONG, Leila Bonobo, qui est en RDC de l'autre côté. Et la première question, c'était, oui. Alors justement, c'est pour ça, je vous disais, maintenant le nourrissage, on le fait à partir de canaux. Donc, c'est-à-dire qu'on ne les touche plus, on ne les touche pas. Donc, on reste, en fait, si vous venez vous assister au nourrissage, vous êtes dans le bateau des nourrisseurs qui va se garer, voilà, c'est vous les chimpanzés. Et le bateau va se garer à
à 3-4, entre 3 et 5 mètres selon les îles et les visiteurs restent à cette distance et c'est seulement les soigneurs qui, eux, vont amener les gamelles, mais les soigneurs se lavent les mains avant chaque distribution et entre chaque île. Tous les fruits sont passés avec un petit peu de désinfectant avant. On fait ce qu'on peut pour essayer de minimiser les chances, mais en tout cas, les visiteurs n'ont aucun contact avec les chimpanzés. Voilà, c'est justement pour minimiser ce risque-là, puisqu'il y a quand même une transmission assez aisée. Et puis, si quelqu'un est malade, il a interdit d'approcher, même dans nos employés aussi, évidemment. Dès que quelqu'un est malade, hop. Voilà, on essaie de tout faire pour ne pas les contaminer. En revanche, on collabore avec Chipunga, qui est une des antennes de Djengudai, proche de Pointe-Noire, et notamment une fois où j'y étais, on avait saisi dans un camp de acitérite, de mineurs de acitérite, un petit singe Cercopithèque moustach, tout petit, bébé, qu'on a confié à Chipunga pour qu'il puisse se sociabiliser avec d'autres et relâcher dans la forêt. C'est arrivé plusieurs fois, parce que nous, on n'élève pas ce genre de primates et on préfère confier à Chipunga pour qu'il puisse se sociabiliser et réintroduire. Une ou deux précisions. Pendant les 2 premières années où on est arrivé, la première chose qu'on a fait, on a fait beaucoup de travaux en bois. On a refait les logements pour les gardiens, on a refait une cuisine sans drive pour les équipes, on a restauré tous les logements, tous les bâtiments techniques de façon à pouvoir travailler dans de bonnes conditions et sanitaires notamment et douches, de façon à ce que les équipes puissent être logées plus que convenablement. Et aussi au camp du Triangle, qui est donc à 1h30 de bateau, 1h30 de bateau. On a rénové totalement pour qu'ils puissent accueillir les chercheurs en permanence qui restent des semaines complètes en forêt. Et un dernier point concernant ce projet qui me tient vraiment à cœur, pH propre. On l'a mis en place donc il y a 1 an et demi. On a signé un partenariat avec Jean Parfait, notre chef de projet, qui est vraiment très motivé. Et la dernière fois que j'y suis retourné, c'était en novembre dernier. Et c'est incroyable comment, avant, ça ne reposait pas de problème aux villageois de vivre sur du plastique finalement. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir à quel point ils sont fiers de ces péages qui sont propres, grâce à eux, grâce à leur travail. Ils en tirent un revenu et c'est beaucoup moins pénible pour eux de ramasser les plastiques, d'aller payer pour ramasser les plastiques que d'aller chasser à gazelle ou singe en forêt. Oui, c'est dangereux. Voilà, et c'est dangereux et c'est un échange. Voilà, vous êtes nourris, vous êtes payés pour nous ramasser les plastiques et vous avez pu chasser. Et autre point, il m'a dit naturellement, et puis on a beaucoup moins de moustiques. Donc ça, il y a vraiment une étude à faire là-dessus. On a beaucoup moins de moustiques, donc moins de pahus. Pourquoi ? Les moustiques ne pondent pas dans les eaux de mer, et là-bas, c'est des lagunes d'eau saumâtre, c'est les eaux de mer. Ils pondent dans des réservoirs, dans de l'eau de pluie uniquement, dans de l'eau douce. Et ces plastiques, gardant l'eau douce, eh bien, ça fait des réservoirs où les moustiques pondent, éclosent, etc. Et donc, ils s'aperçoivent naturellement qu'ils ont moins de moustiques et de pahus, et ça doit faire école aux autres pays d'Afrique, à mon sens. Je crois qu'on avait encore une autre question. Bonsoir, merci beaucoup pour ce que vous nous avez partagé, parce que c'était vraiment passionnant. Moi, j'aimerais plus revenir sur l'aspect écotourisme, et du coup, je me demandais si vous accueillez aussi des personnes sur peut-être une plus longue durée, 3 semaines, 1 mois, et moins dans un aspect touristique, mais un peu plus, qui prennent part aux actions de l'association, aux différents projets, peut-être plus comme du bénévolat. Du bénévolat, oui. Ouais. Ben, l'association a beaucoup fonctionné avec du bénévolat dans le temps, et c'est vrai que là, depuis 3 ans, pour l'instant, on n'a pas relancé, entre guillemets, les bénévolats. Parce que c'est quand même, en fait, beaucoup de boulot d'encadrer des gens qui viennent pour une courte durée. Mais bon, peut-être on va relancer ça à un moment. Voilà, c'est dans les... voilà, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on ne le fait pas. Mais on va... À un moment, ça devrait... D'accord, merci beaucoup. Alors juste avant de finir, est-ce que quelqu'un aurait une dernière question pour Nina Alors le minimum pour nourrir les chimpanzés ou pour faire marcher l'association pour de vrai, avec les projets qui vont avec et tout ça, c'est... Oui. Oui. Les frais récurrents, il faut, je dirais, au moins 350 à 400 000. Et après, il y a 150 000 qui sont pour des projets en plus, à peu près, dans le...
En ce moment, on est sur un budget de 700, 750 000. Non, c'est ça 505, on a voté. 580. Entre 5 et 7. L'année dernière, c'était ça, oui. L'année dernière, enfin, je sais que l'année 585, dernière, Bova a financé, Bova Nature a financé pour 700 000 euros. Non, ça c'était le total. Mais bon, total. en tout cas, voilà, bref. il faut au minimum, on va dire, aux alentours de 500 000 pour que... Ah ben non, je suis bien d'accord avec vous. Vous savez, les programmes de conservation que Bova Nature finance, 1 euro va directement au programme sur place. Et avec quelques euros, souvent en Afrique, on peut faire beaucoup finalement. Voilà, le projet pH propre, encore je remercie le maire d'Orléans, mon ami Serge Grouard, qui n'a pas pu venir ce soir et aurait vraiment aimé venir, qui nous finance 100% du projet pH propre. Et la mairie d'Orléans, Orléans Métropole, nous finance ce projet à hauteur de 50 000 euros. Donc le projet pH propre, c'est 50 000 euros, ce qui nous permet de rémunérer les villageois pour ramasser les plastiques, la logistique pour emmener les plastiques à Pointe-Noire, etc. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, avec 50 000 euros, on peut nettoyer 30 km de péage et entretenir ces 30 km de péage. Et ce genre de projet, encore une fois, doit faire école en Afrique, doit être copié. Et on n'a pas de problème à être copié. Non. Au contraire. Oui. Ah non, ça c'est le... Non, mais justement, en fait, le parc, non, il n'aide pas les associations. Il n'y a pas de fonds dédiés pour les associations. Donc c'est pour ça on n'a que des fonds, soit de mécènes, de beaucoup de fonds de l'étranger. En fait, on a quelques petites, quelques structures locales qui vont nous aider momentanément, mais c'est vrai que non, sur place, on a beaucoup de mal à les fonds et même leurs parcs nationaux. En fait, c'est comme je vous disais, Noé, c'est une ONG française en fait qui va co-gérer le parc national parce que c'est eux qui vont financer en fait une grande partie. L'État met en place les moyens, mais c'est à nous de trouver les fonds. Voilà. Ben, merci à tous pour toutes vos questions. Si vous avez encore sous le coude, n'hésitez pas par la suite. Vraiment, ça fait la dernière ? Ah, c'est okay. La dernière, ah pardon. Ok. Voilà. Nous, il n'y a pas de projet de réintroduire de chimpanzés nés en parc zoologique parce qu'il n'y a pas eu besoin. Nous, ce qu'on veut pour l'instant, c'est réintroduire uniquement les chimpanzés orphelins issus de trafic sur place au Congo. Je pense que c'est suffisant pour le moment. Surtout qu'il n'y a pas besoin réellement de réintroduire ces chimpanzés. Enfin, il n'y a pas besoin pour sauver l'espèce de réintroduire des chimpanzés aujourd'hui à cet instant présent, dans le futur, mais aujourd'hui. Mais ce qu'on veut, c'est réintroduire ces chimpanzés issus de trafic pour les sauver et puis pour qu'ils puissent vivre une vie décente en Afrique et pas rester. L'autre jour, on a récupéré des chimpanzés dans des toutes petites cages dans des restaurants en Guinée-Bissau qui sont partis où dans une... Eric, ils sont partis où ces chimpanzés? Eric, ils sont partis où ces chimpanzés? Les chimpanzés récupérés dans les petites cages de Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau. Ils sont à Chipunga. Voilà. Donc on a été alerté qu'il y avait des chimpanzés dans des cages d'1 mètre cube, dans des restaurants, dans des arrière-cours de restaurants en Guinée-Bissau. Et avec organisation internationale, l'association africaine des eaux, je crois, on a réussi à les récupérer et à les resociabiliser au centre de Chipunga, qui est à côté de Pointe-Noire. Je vous l'ai dit, j'ai oublié de le dire, mais une des photos, c'était justement Aliette avec Jane Goodall. Je ne sais pas si vous aviez vu au début. Donc voilà, ça... Je tiens à tous vous remercier d'être venus à cette soirée. Je tiens à remercier toutes les équipes, féliciter toutes les équipes de Bova Nature déjà,
d'avoir organisé cette soirée, les équipes communication de Beauval, les équipes éducation, les équipes restauration aussi qui préparent ce cocktail. Je tiens à féliciter Eric Bayrao aussi pour le travail exceptionnel qu'il a fait depuis la reprise du programme il y a 3 ans, d'avoir recruté avec nous Nina. Et Eric fait des allers-retours à Conquati depuis, je ne sais pas combien tu as fait d'allers-retours, mais tu en as fait beaucoup. Voilà, et merci, félicitations aussi à Gabriel Michin qui fait un travail aussi énorme sur place et qui se sert de son expérience de terrain en Sologne notamment pour la dupliquer dans les forêts de Conquati. Et merci aussi Nina, et désolé à tes enfants de priver tes enfants de leur maman 1 mois sur 2. Voilà, mais ils ont la paix au moins peut-être 1 mois sur 2, ça leur fait les vacances. C'est ça, on se répartit la charge, quoi. Et, merci à vous. Ouais, très pressé de retourner là-bas, et merci à toi Baptiste. Et merci à toi. Et je vous invite tous à boire un verre. Oui, quelques petites infos concernant Beauval Nature, juste avant que vous puissiez partager ce petit cocktail de l'amitié. Vous avez aussi le stand Beauval Nature, justement, avec pas mal de choses, comme vous pourrez le voir, notamment les différents numéros du magazine qui a été édité. Celui sur l'Afrique, évidemment, vous y retrouverez les actions d'Help Congo. Et n'oubliez pas, tout est possible au niveau des parrainages. Tout ce que l'on peut récolter, c'est directement reversé à Beauval Nature. Et ça va servir, comme vous avez pu le voir, aux chimpanzés d'Help Congo et à toute cette biodiversité. Également, il y a aussi les prix Beauval Nature qui sont toujours en cours. Les votes jusqu'en octobre, Baptiste, c'est ça. Donc n'hésitez pas à aller voir justement tout est sur le site internet de Beauval Nature. Et quoi d'autre? C'est quoi? Ah oui, si, il faut que je le dise. Oui, apparemment, il faut voter. Alors, il faut voter pour ces prix. Il y a 9 programmes en... Il y a 8 magnifiques programmes, 8 programmes extraordinaires, plus Help Congo. Mais il y a 8 programmes extraordinaires à côté pour lesquels vous pouvez voter. Non, mais votez pour Help Congo, quoi. Il y a des magnifiques programmes en Amérique du Sud, il y a des programmes sur les pandas roux, il y a des programmes sur... Lui, en fait, tu travailles pour l'adversaire, quoi. On est tous ensemble, ça va. Allez, merci beaucoup. Et la dernière chose, c'est rester attentif. La prochaine soirée, ce sera le 14 juin. On ne vous dira pas ce que c'est, mais en tout cas, restez attentifs sur les réseaux sociaux.